Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Mon argent à corps battant où on va parler avec Christelle Soto-Suarez de comment justement elle a pu aligner son argent avec ce qui lui tient à cœur. Donc bonjour et bienvenue Christelle. Bonjour Isabelle et merci de me recevoir sur ton podcast. Merci d'être là. Donc, juste un peu de contexte pour nos auditeurs. Donc, Christelle et moi, on s'est rencontrés parce qu'on est françaises toutes les deux, coach toutes les deux et coach à Toronto. Donc, un événement de ICF Toronto, International Coaching Federation, le chapitre de Toronto. On s'est rencontrés et comme on n'habite pas loin, on est devenus amis, on est bien alignés. Et justement, la raison pour laquelle j'ai invité Christelle sur ce podcast, c'est parce que Christelle, tu es un bel exemple de quelqu'un qui a aligné ton argent avec ce qui te tient à cœur. Euh, Merci. quand je dis ça, donc tu as bifurqué d'une carrière qui fonctionnait bien pour toi, mais qui n'était pas vraiment alignée avec ce qui te tient à cœur. Et maintenant, donc, tu es devenu coach. Donc, est-ce que tu peux parler un peu justement de cette étape? Alors, d'accord. Donc, la carrière, c'était en fait 25 ans dans le secteur de la construction. Donc, il y a toute une histoire derrière pour la raison pour laquelle j'ai choisi la construction, mais je vais pas en parler maintenant. Mais en fait, donc cette carrière m'a permis de réaliser mon rêve d'enfance, qui était en fait de vadrouiller par le monde et d'avoir différents genres d'expériences professionnelles et personnelles. Donc, j'ai eu un certain nombre de positions différentes, travaillé sur des projets de construction et d'ingénierie différents, dans des pays différents, dans des langues différentes. Mais je suis arrivée à un moment où, disons, pour dire simple, il était temps que je change et que je fasse un changement beaucoup plus important. Disons que le travail que je faisais, l'environnement dans lequel j'étais, ne me convenait plus du tout. Et j'ai mis quelques années à me demander, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc ça, c'était une très, très grosse question. Et durant ces années, j'ai fini par découvrir le coaching, qui pour moi, je définirais comme euh, aider les gens à devenir indépendants, à suivre leur propre chemin plutôt que ce que la société voudrait qu'on fasse. Donc ça m'a vraiment attirée. Mais bien sûr, c'était un très gros changement par rapport à ce que je faisais avant. Donc ça demandait premièrement un peu de formation et ensuite un temps de réflexion sur ce que je voulais vraiment faire. Et comme pendant que je commençais ce processus de réflexion, les choses n'allaient vraiment plus du côté du travail, j'ai finalement décidé de donner ma démission sans avoir vraiment une nouvelle carrière, hein, puisque j'étais encore en pleine réflexion. Mais comme j'avais, pendant ces 25 années dans le secteur de la construction, économisé, j'avais donc une certaine somme d'argent qui me permettait de, de voir devant moi, de prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire sans m'inquiéter du côté financier. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu assez brièvement à ta question. Oui, oui, merci beaucoup. Oui, oui. Donc, super intéressant. Et justement, cet argent t'a permis de faire ce que tu voulais vraiment. Donc, on va revenir un peu en arrière. Raconte-nous ton enfance, la place de l'argent quand tu as grandi, les défis et les opportunités que tu as rencontrés quand tu étais enfant. D'accord. Donc en fait, mon enfance dans la campagne française, donc la vraie campagne, avec très peu de voisins, des parents ouvriers qui ont fait les métiers qui étaient disponibles autour d'eux, donc sans formation particulière, travailler pour gagner leur vie, quoi. Euh, mais je dirais une chose que j'ai appris d'eux en fait, c'est qu'ils ont toujours vécu en fonction de leurs moyens financiers. Donc ils ont fait le choix de vivre à la campagne, ce qui a mené à faire des métiers peu rémunérés, hein, peut-être un petit peu au-dessus du SMIC, mais bon, des salaires relativement bas pour mon père. Ma mère a travaillé de temps en temps suivant ce qui était disponible, donc peu de revenus.
Mais ils ont décidé de vivre en fonction de ça. Donc, ils étaient dans l'environnement qu'ils voulaient, la campagne. Et en ayant peu de revenus, ça voulait dire, bon, ma mère faisait le jardin, donc pendant une bonne partie de l'année, les légumes venaient du jardin, c'est une très grosse économie. Bon, ma mère s'occupait de la maison, bien sûr. Les vacances, très souvent, c'était le camping. On allait où on pouvait, à droite, à gauche. On a même fait du camping sauvage, très souvent. À l'époque, c'était encore permis. Je sais que c'est différent maintenant. Donc, une chose que j'ai retenue de cette enfance, c'est de vivre dans ses moyens. Et si on n'a pas l'argent pour quelque chose, eh ben, surtout si c'est pas une nécessité, on la prend pas. Par exemple, j'ai grandi sans la télévision. Mes parents n'ont toujours pas la télévision. Ils n'ont pas le temps pour ça, mais j'ai grandi sans. Voilà, on fait autre chose. Il y a la bibliothèque qui est très peu chère, il y a des activités à la campagne. Donc voilà, donc c'est une enfance dans un milieu tout à fait différent du milieu de mon milieu professionnel dans lequel je suis allée après. Mais l'argent était, donc on parlait pas franchement d'argent à la maison. Mais moi, personnellement, je me suis bien rendu compte que mes parents vivaient dans leurs moyens, donc pas de crédit, sauf pour acheter la maison, je pense ou ce genre de choses, mais des crédits vraiment limités pour des gros montants. J'ai toujours vu ma mère faire les comptes une fois par semaine, vérifier. Donc, je savais pas ce qu'elle faisait exactement, mais je la voyais faire toutes les semaines. Elle vérifiait. Il y avait un contrôle. Donc, c'est, je dirais, cette perception que j'ai de l'argent comme peut-être plus un outil qu'un objectif. Euh, donc, pour eux, c'était en combination avec combinaison avec, avec leur désir de vivre à la campagne. Pour moi, ce que j'en ai retenu, c'est que comme je voulais une vie très différente, très rapidement, je vais faire une petite pause là. Très rapidement, j'ai réalisé que je voulais une vie différente de la leur. Donc, je voulais pas vivre à la campagne, je voulais pas vivre d'un métier manuel. Il n'y a rien de négatif à ce sujet, mais c'est pas ce que je voulais faire. Et donc, j'ai réalisé que premièrement, il fallait que je fasse des études pour arriver à ça. Donc, il fallait travailler à l'école, etc. Mais aussi faire attention à l'argent que j'avais. Donc, vivre en fonction de l'argent que j'avais. Donc, par exemple, mes études, j'ai commencé par faire des études très courtes, 2 ans. Donc, un DUT en français qui mène où on peut trouver un emploi après. Donc, côté très pratique. Donc, pas partir dans des études longues ou difficiles comme le droit, par exemple, ou la médecine. Donc, très réalistique à ce Oui, niveau-là. Il très faut que je gagne réaliste en ma effet. vie. euh, il faut que je puisse gagner ma vie rapidement. Après, j'ai eu d'autres opportunités, on peut en parler après. Et même une fois que je travaillais, j'ai gardé cette habitude de pas trop dépenser finalement. Donc, au courant de ma vie professionnelle, j'ai essentiellement vécu bien en dessous de mes moyens, je pense, mais j'étais confortable. Donc, que ce soit pas acheter la grosse maison ou la grosse voiture, pas de voyage de luxe. J'ai voyagé, j'ai bougé, mais dans mon style, et ça m'a permis d'économiser de l'argent régulièrement. Donc, moi, sans effort, puisque je dépensais peu. Et j'ai fait ça pendant 25 ans. Donc, j'essaye de ne pas faire une réponse trop longue. Oui, Je te oui, non, laisserai non, ben, revenir sur la question si tu veux. ouais, non, non, mais c'est très intéressant. Ben, déjà, ce que je note, c'est que tes parents, même avec un salaire assez bas, ont choisi d'aller à la campagne. Donc, il y a quand même des choix, même avec des revenus qui sont pas énormes. Choisi d'aller en vacances, bon, en camping, en limitant les coûts, mais il y a quand même eu ce choix de vivre à la campagne et Ouais. de faire des vacances, évidemment, en fonction de leurs revenus de Ouais. bien justement regarder toutes les semaines ben, comment ça se passe au niveau des finances, s'assurer. Le fait que c'était ta maman aussi, parce que là, c'est pas à l'époque surtout, c'était souvent les hommes qui tenaient les comptes, donc là aussi, c'était. Oui, alors, je pense que c'est bon, c'est pas l'argent, c'est plus au niveau égalité homme-femme. Je pense que mes parents, bon, il y a un côté pratique, hein,
à l'époque, l'homme était plus d'opportunités d'emploi et d'emploi un peu mieux rémunérés. Ma mère aussi voulait s'occuper de nous, de mon frère et moi. Elle est dans le jardin, elle a fait des petits travaux sur le côté. Donc je pense qu'il y a eu une organisation pratique, hein. Il faut être Mhm. dogmatique. Les choses sont comme ça, on peut pas les changer non plus du jour au lendemain. Donc, décision par rapport à ce qui était pratique, ce qui était réalistique, de ce qu'ils préféraient. Donc, ma mère, et de leurs compétences. Donc, ma mère, je dirais, intellectuellement a plus de capacité intellectuelle que mon père, est plus intéressé par les maths, par exemple. Mon père, ça ne l'intéresse pas du tout. Ouais. Euh, donc je pense qu'ils ont réparti les tâches de cette façon-là. Donc, il y a en regardant ce qui était pratique, ce que l'un et l'autre préféraient, et c'est une répartition des tâches sans que l'un soit au-dessus de l'autre, en fait. C'est comme ça que je vois mes parents. Ouais. Donc, c'est pas seulement par rapport à la personne qui ramène l'argent à la maison, mais c'est plus par rapport à comment on gère le foyer, je Ouais. dirais, et la vie. Et ils ont réparti leurs tâches et ma mère s'occupait des comptes. Et Voilà. mon père était très content de la laisser faire. Ouais. Ben, c'est super, c'est un bel exemple de partenariat équitable dans un couple. Donc ça aussi, c'est un beau modèle. Voilà, voilà. Donc après, tu as parlé de tes études, que tu as été dans un programme donc, de 2 ans, là où tu pouvais gagner ta vie assez rapidement. Et après, donc ta carrière, parce que tu mentionnais que tu voulais aller à l'étranger, comment est-ce que tu as choisi la carrière? Comment elle a évolué en fonction de ce que tu voulais? Si tu peux décrire un peu ça. Donc, ça devait être après quand j'avais 17 ans, là, juste avant le bac, où il faut choisir les études qu'on va faire après. Et là, j'ai vraiment mis de côté mes rêves d'enfance de partir de par le monde et tout ça et regarder la réalité. Donc, la réalité, pour moi, c'était, bah, il faut que je puisse avoir un travail qui me permette de gagner correctement ma vie et un travail que j'aime la plupart du temps. Ça a toujours été important pour moi. Et c'est comme ça que je suis allée dans le secteur de la construction, donc plus par un processus d'élimination et de voir ce qui restait que par le désir de c'est ça que je veux faire et rien d'autre. Ensuite, donc j'ai eu ça, c'était le choix pour l'industrie en fait, où aller. Ensuite, le niveau d'études, c'était bah, vu que mes parents ne pouvaient pas payer mes études, donc j'avais une bourse d'État, bien sûr, mais donc c'est limité. Et si on redouble une année, on a de fortes chances de la perdre, donc il y a des contraintes. Donc c'était vraiment quel genre d'études à très courte durée je peux faire qui me permettrait d'avoir un emploi. Donc, je suis allée comme ça sur un DUT, un diplôme universitaire technique. Mais à la fin de ce DUT, on a eu tous l'opportunité de poursuivre nos études en Angleterre. Donc c'était bien sûr avant le Brexit. C'était des études où, si je me souviens bien, l'Union européenne payait les frais d'inscription en Angleterre. Quelqu'un comme moi avait toujours droit à la bourse d'État plus une bourse complémentaire. Donc en fait, j'ai trouvé le moyen de poursuivre mes études à l'étranger euh, sans avoir à payer beaucoup de ma poche, puisque tout était financé en fait par des bourses ou par l'Union européenne. Et ça m'a vraiment, c'est ça qui m'a ouvert la porte à l'international. Parce que, bon, je l'ai pas dit avant, mais j'avais beaucoup de difficultés à apprendre l'anglais à l'école, bien que j'essayais, j'y travaillais beaucoup, mais ça rentrait, ça sortait, ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Donc partir en Angleterre, faire des études, poursuivre des études de construction, de technologie de la construction en Angleterre, eh ben, il a bien fallu que j'apprenne l'anglais très rapidement. Oui, pas le choix. Voilà, donc j'ai appris l'anglais comme ça, sur le tas. Bon, l'université avait ce qu'il fallait pour aider les étudiants étrangers, mais ça a demandé beaucoup de travail. Donc, des cours pendant la journée et le soir, au début, traduction, traduction, traduction pour comprendre. Au bout de quelques mois, j'ai fini par comprendre de plus en plus jusqu'à ne plus avoir besoin de traduction du tout. Mais ça a été un gros travail, mais c'était ce qui était nécessaire pour moi pour atteindre mon rêve de partir à l'étranger, de travailler à l'étranger. Donc ça a été ce gros changement qui, à l'époque, donc c'était à la fin des années 90, quelqu'un qui commençait dans l'industrie de la construction, par exemple, il y a très peu de jeunes qui étaient bilingues.
il faut le dire. Et j'ai eu l'opportunité dès le début. Disons que mon premier poste a été un poste qui demandait d'être bilingue, en fait, de connaître, d'avoir une bonne connaissance du secteur de la construction, sans avoir particulièrement d'expérience, mais de connaître la terminologie, les processus et tout ça, et d'être bilingue. Donc ça a été, ça a été ma première entrée dans le travail en ayant un profil assez unique à l'époque. Et j'ai continué comme ça, donc très rapidement. La première entreprise pour laquelle j'ai travaillé allait déposer le bilan. Donc j'en ai profité pour regarder qu'est-ce que je voulais faire d'autre. Et là, j'avais décidé, je veux apprendre l'espagnol, je veux aller vivre et travailler en Espagne. Donc plutôt que de suivre le calendrier de l'entreprise, de la fermeture de l'entreprise et d'attendre des primes et tout ça, j'ai décidé de suivre mon calendrier, qui était à l'époque le calendrier de l'école pour apprendre l'espagnol. Donc, j'ai démissionné sans avoir ma prime du fait que l'entreprise allait fermer. Mais j'ai suivi mon chemin. Donc, je suis partie apprendre l'espagnol. J'ai cherché de travail en Espagne. J'ai atterri à Gibraltar. J'ai dit oui parce que c'était une expérience unique pour moi. J'y suis restée un an. Il n'y avait pas de futur du tout, mais je le savais. Mais c'était cette expérience unique de travailler dans un environnement différent. Donc, je me suis retrouvée en fait, à faire des traductions entre l'entreprise anglaise et les travailleurs espagnols. Euh, ils trouvaient personne en Angleterre pour faire ça, à vivre en Espagne et à franchir la frontière tous les jours, donc quelque chose de très particulier. Après ça, j'ai atterri en Angleterre, toujours en ayant un travail lié à mes connaissances linguistiques. Donc, basé en Angleterre, mais des projets en France, ensuite en Allemagne et en Italie, en Italie et en Suisse. Donc, à parler anglais, français, espagnol, il y avait un mélange de fournisseurs de différents pays, enfin, très, très, très multiculturel. En même temps, où j'avais ces changements géographiques et travailler en plusieurs langues, j'ai aussi changé de poste. Donc, j'ai commencé en faisant de la gestion de projet. J'ai eu l'opportunité d'aller dans quelque chose de beaucoup plus spécifique dans le secteur de la construction, qui est l'analyse des retards. Quand un projet se termine tard, je ne vais pas expliquer plus. Je suis ensuite partie dans tout ce qui était gestion de contrats, de projets de construction. Donc, durant ma carrière, je dirais que j'ai évolué dans différentes directions géographiques, les langues dans lesquelles je travaillais, le travail que je faisais, mais aussi le genre de projet. Donc, j'ai commencé avec de la fibre optique, j'ai ensuite fait du logement de luxe, j'ai ensuite fait des projets d'ingénierie. Enfin, j'ai vraiment eu l'opportunité de travailler dans des environnements très différents. Et ça m'a permis de créer un profil professionnel très unique, qui au final m'a permis d'arriver au Canada avec ce profil unique, mais qui aussi, pendant la plupart de mon expérience professionnelle, m'a permis d'avoir un bon salaire. Hein, Ok. il faut être honnête. Le fait d'être différent, de parler plusieurs langues, d'avoir tous ces genres d'expériences, ça m'a permis d'avoir des positions avec des bons salaires. Donc, je vais m'arrêter là. C'est Ok. pareil, je veux pas avoir des réponses trop longues et Mhm. perdre l'auditeur, l'auditrice dans mes Ouais. réponses. Non, mais c'est super intéressant. Moi, ce qui ressort de ça, c'est que d'une part, ben, tu as saisi les opportunités quand elles étaient là. Il y avait quand même un désir d'aller à l'étranger, d'apprendre Ouais. l'espagnol. Donc, tu t'es dit, quand il y avait des situations, est-ce que je reste dans ce poste en attendant la prime parce que l'entreprise Mm. va fermer? Non, en fait, j'ai cette opportunité d'aller dans un autre poste où je vais apprendre l'espagnol. Et aussi, ce que j'ai retenu, c'est que quand c'était difficile, des fois, tu te dis, mais je sais ce que je veux pas faire. Donc, ça va m'aider à un peu éliminer. Et donc, voilà, dans ce que je veux pas, qu'est-ce qui reste? Et voilà, donc je vais dans cette direction-là. Donc là, maintenant, tu es au Canada. Quand tu es arrivé dans la construction,
qu'est-ce qui t'a fait à un moment donné te dire, parce que ça, on voit que financièrement, puis au niveau des opportunités, ça t'a apporté plein de choses. Par contre, il t'est arrivé un moment où tu t'es dit, la construction, c'est plus pour moi. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, alors je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées en même temps. Bon, j'ai vraiment commencé à avoir ce sentiment après avoir été dans l'industrie pendant presque 20 ans, donc 20 ans dans la même industrie, malgré toutes euh, les différentes, je trouve pas le mot, je trouve plus le mot en français. C'est pas grave. Les changements que j'ai eus dans ma carrière, bon, c'était 20 ans dans la construction, donc je pense que je commençais d'en avoir marre de l'industrie en général. Je pense que l'environnement dans lequel j'étais me convenait pas du tout, donc l'entreprise dans laquelle j'étais me convenait plus. J'avais besoin de plus d'espace. Donc au Canada, j'ai travaillé pour des grosses entreprises. Je pense que je suis pas faite pour des grosses entreprises. Et je pense que moi-même, j'avais évolué. Et après tout, je suis rentrée dans le secteur de la construction dans le but de gagner de l'argent, en faisant un métier qui m'intéressait, mais la préoccupation principale avait été d'avoir un salaire qui me permettait de vivre correctement, de bien profiter de ma vie. Et je pense qu'après 20 ans, bon, on arrive à 45 ans à peu près. Pour beaucoup, il y a cette réflexion, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Tout à fait. Et je pense que moi, j'ai toujours eu ce besoin de changer, de suivre mon chemin plutôt que, que l'évolution professionnelle que souhaiterait l'entreprise, par exemple, ou mon manager. Et je pense que je suis arrivée à un moment où j'ai eu ces trois choses qui sont arrivées en même temps et j'en ai eu marre, ça allait plus, j'étais plus intéressée, j'étais plus motivée, je- j'étais plus alignée avec les valeurs que je vois de l'entreprise que je voyais autour de moi ou les valeurs de l'industrie, la façon dont euh, j'ai trouvé que c'était trop basé sur l'argent. Bon, c'est une industrie. Les Oui, compagnies, c'est l'argent qui compte. oui. Donc j'avais vraiment ce mélange de choses qui ont fait que j'en avais marre et qu'il fallait que je trouve autre chose. Je sentais vraiment qu'il fallait que non seulement que je fasse un grand changement, mais que ce changement impliquait de sortir de l'industrie de la construction. Et là, il y a eu le gros point d'interrogation, mais pour faire quoi? Mhm. Donc, je pense que c'est pas un événement qui m'a mené à ça, c'est une suite d'événements, des événements qui se sont arrivés en même temps, et comme un goulot, en fait, de points stressants. Mhm. Et il fallait faire quelque chose. Voilà, sinon, je sais pas où, où j'allais. Ok. Et là, justement, là, parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître dans ta situation là. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est toujours, ça fait toujours un peu peur de quitter justement une carrière, un métier où on Mm. gagne bien sa vie, où on met suffisamment d'argent de côté et d'aller vers l'inconnu. Donc, il y a ce risque. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ce risque, justement? Alors, c'est une très bonne question. Et vraiment, où j'ai eu le déclic de me dire, mais je peux démissionner et j'ai pas besoin d'avoir des revenus d'argent tout de suite. J'ai le temps de réfléchir. C'est d'avoir fait mon point financier. Donc, de regarder l'argent que j'ai de disponible, d'investi en logement ou dans des plans, ce genre de choses. Et comme j'ai en fait passé 25 ans à vivre en dessous de mes moyens, j'avais économisé pas mal, d'une Mhm. façon ou d'une autre. Donc ça m'a permis de me dire, mais j'ai ce qu'il faut, je peux me permettre de démissionner et de vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que je veux faire, comment le faire. Bon, j'avais déjà une idée, c'était le coaching, mais c'était une idée vague. Et réaliser aussi que si je restais, comme je dis, je sais pas comment j'allais terminer si je restais dans cette position-là. Donc il fallait faire quelque chose. Le fait d'avoir économisé en fait pendant 25 ans a été le point déclencheur.
c'est sûr. Non, maintenant, quelque chose qui me revient à l'esprit rapidement. Donc, j'ai dit économiser pendant 25 ans. Je sais que j'ai eu la chance, en fait, d'avoir des bourses d'État pour faire mes études. Donc, j'ai jamais eu de remboursement de prêts étudiants à faire. Donc ça, je sais que pour certains, surtout en Amérique du Nord, c'est un problème. Donc j'ai pas eu ça, donc je veux le mentionner. Ouais. Mais c'est le fait d'avoir pour moi, le fait d'avoir vécu pendant tout ce temps en dessous de mes moyens, tout en profitant de la vie, je m'imposais pas de restrictions. Mais ça m'a permis de pouvoir décider de faire une pause et de réfléchir à ce que je voulais faire sans avoir de revenus tout de Ok, suite. ok, super. Ben ça c'est oui, ça c'est un des points que je trouve dans la plupart des gens en fait qui arrivent à prendre cette décision, c'est d'avoir eu cet argent de Mm. côté justement pour se dire ben ça marche plus. Là aussi, tu as mentionné que tu te Mm. voyais pas dans 5 ans toujours dans cette carrière, Non. c'était pas possible pour toi, et de te dire ben j'ai de l'argent de côté qui va me permettre justement de me poser, de commencer une autre carrière, sachant que c'est sûr que je vais pas garder le même salaire dès le début. Ouais. Donc j'ai un peu une piste de décollage en fait financière Voilà, pour me oui. permettre justement de partir dans cette nouvelle carrière. Ben écoute, donc ben, d'abord bravo là parce que c'est impressionnant et je pense qu'il y a beaucoup de personnes envieuses qui vont t'entendre. Mais justement, si tu rencontrais quelqu'un, donc une Christelle ou quelqu'un dans ta situation qui a 20 ans, disons, en train de choisir ses études au début de carrière, quel message tu aurais pour cette personne-là? Alors c'est toujours une question intéressante, ça. Que ce soit un conseil qu'on donnerait à quelqu'un d'autre ou qu'on se donnerait à soi-même 20 ou 30 ans avant. Parce que, bien sûr, ce que j'ai vécu, ce que je sais maintenant, je ne le saurais peut-être pas si j'avais eu ces conseils-là. Donc c'est un peu c'est un peu difficile d'y répondre, mais je dirais, premièrement, et c'est pas forcément lié directement à l'argent, c'est alors, j'ai mis des notes sur le côté parce que je savais que cette question allait venir. Oui, c'est que je me revois à 17 ans où c'était, mais la réalité des choses, c'est qu'il faut que je gagne de l'argent et le reste, il faut presque l'oublier. Je dirais que tenir compte de la réalité, oui, c'est important, mais ça ne veut pas dire d'oublier ses rêves. Surtout maintenant, je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de faire ça. Et ça, c'est quelque chose, moi, j'ai complètement mis mes rêves de côté. J'ai pu les rattraper après en ayant cette opportunité vers l'Angleterre. Mais sinon, je partais, j'oubliais mes rêves complètement. Donc ça, je pense que c'est très important. La réalité, oui, c'est important, mais il faut pas oublier ses rêves. Mhm. Ensuite, je dirais, c'est connaître ses priorités. Mhm. Je pense qu'il y a un moment dans la vie où, oui, avoir gagné, atteindre un certain niveau de salaire ou avoir un certain niveau de revenus est important. Euh, donc, ça peut l'être pendant un moment et ensuite on évolue. Donc, savoir connaître ses priorités, les respecter, les accepter aussi, hein, parce que si la priorité c'est de gagner de l'argent, accepter que ça l'est. Si la réalité c'est de profiter de la vie, accepter que ça l'est aussi. Chaque chose a des conséquences. Ensuite, je dirais vraiment au niveau plus financier, euh, avoir un conseiller, trouver un moyen d'avoir un conseiller financier, mais pas celui de la banque, un conseiller financier privé. Donc moi, j'ai jamais fait ça. En plus, en ayant bougé à droite à gauche, c'est devenu un peu difficile. Et je le voyais comme je n'ai pas assez d'argent pour avoir un conseiller à moi. Mais je pense que c'était pas une bonne vision. Ensuite, je dirais avoir un peu une formation financière. Donc pareil, j'ai pas du tout, ça m'intéressait pas. L'argent c'est bien, mais j'étais pas intéressée pour regarder de près différents genres d'investissements possibles ou s'il y avait des moyens systémiques d'économiser de l'argent et tout. Il s'est trouvé que mon style de vie par rapport à mon salaire, j'économisais facilement. Mais je donnerais comme conseil à une personne qui commence dans la vie, par exemple, de regarder s'il n'y a pas des formations simples financières pour s'organiser un peu mieux côté financièrement. Voilà, c'est les 4 conseils que je donnerais à, à un jeune adulte, par exemple, une jeune adulte.
quelqu'un dans les 16-17 ans qui regarde qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Ok, super. Ben, très bien. Donc, moi, ce que je retiens, comme tu as dit au début, là, donc, tenir compte de la réalité sans oublier ses rêves. Ouais. Se rendre compte qu'un conseiller financier, même si on pense qu'on n'a pas assez d'argent, ça peut aider assez rapidement. Et s'informer suffisamment pour être assez à l'aise avec les finances et justement pouvoir poser les bonnes questions après quand on choisit un conseiller Oui, financier. je pense que si j'avais eu et conseiller et formation un peu financière, j'aurais sûrement pu mieux investir et donc avoir encore plus d'argent disponible pour commencer ma nouvelle vie. Ok, super. Ben merci pour ces super conseils. Et après, au moment, si justement tu rencontres une personne qui est à cette croisée des chemins, un peu une personne qui a une carrière, mais qui se dit c'est pas ça. Je sens que je suis poussée vers quelque chose que je vois pas, c'est pas ce qui me tient à cœur là. Je vis une vie qui est pas la vie que je veux vraiment. Qu'est-ce que tu aurais pour conseil pour cette personne-là qui est dans cette situation-là? Alors, je dirais, bon, je suis coach, je dirais trouver un ou une coach, donc sous différentes formes. Et vraiment, l'objectif là, c'est d'explorer ce que cette personne souhaiterait faire, les idées qu'elle a, sans être guidée par quelqu'un qui souhaite les mener quelque part. Donc, par exemple, un manager, même avec la meilleure intention possible, va penser à ce dont cette personne, le manager a besoin, va penser à lui ou à elle. Donc, l'avantage de travailler avec ou une coach, c'est que cette personne n'est pas là pour imposer ses pensées ou ses réflexions, mais est là pour aider le client, donc cette personne qui ne sait pas où aller, à explorer ce qui est possible, à explorer ce qu'il pourrait faire, ce qu'il ou elle pourrait faire, en fonction de leur personnalité. Euh, Parce que bon, on est tellement entouré de conseils à droite à gauche, mais ces conseils, malheureusement, ne sont pas alignés avec la personne que l'on est. Je pense que c'est là le problème. Et quand on se trouve dans cette situation où on veut quelque chose d'autre, mais on ne sait pas quoi, il faut vraiment pouvoir explorer en fonction de soi-même. Qu'est-ce qu'on aime vraiment? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qui est important pour nous vraiment pour l'instant? Et donc faire ce travail d'exploration. Donc on peut bien sûr payer quelqu'un, mais il y a aussi beaucoup de choses gratuites de disponibles pour commencer le processus. Euh, j'en, j'en, J'en ai de disponibles bien sûr sur mon site internet et je pense que tu vas mettre l'information après. Mhm. Mais c'est en fait s'arrêter et explorer. Euh, mais explorer tout seul, c'est difficile. Donc Mhm. trouver quelqu'un qui peut être un ou une partenaire sans imposer leur point de vue. Et malheureusement, pour beaucoup de gens, même des amis, même des membres de la famille, sans s'en rendre compte peut-être, mais il va y avoir euh, cette imposition d'une certaine façon de ce que eux ou elles voient, plutôt que de laisser la personne explorer d'elle-même. Ouais, bravo. Ben, c'est une super description du coaching parce que voilà, le coach est là pour aider donc le client à justement explorer, poser des questions, creuser un petit peu, regarder la réaction du client qui dit ou la cliente qui dit bon ben Voilà. voilà, je suis comptable et puis voilà, ça va être le reste de ma vie. Et puis la cliente a l'air complètement dépitée. Bon ben tu dis c'est le reste de ta vie, mais tu as l'air vraiment pas heureuse de ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on peut creuser? Voilà. Et justement, aider la personne, donner ce temps qu'on prend pratiquement jamais pour nous. Là. Même moi, avant le coaching, je ne passais pas 10, 15, 20 minutes à me dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et j'avais pas quelqu'un pour m'aider à creuser. Donc ça, c'est la beauté, c'est la magie, j'ai envie de dire, du Voilà. coaching. Et c'est ce que tu proposes d'ailleurs. Donc moi, dans le côté financier, mais toi, Mm. pour aider les gens dans leur carrière, justement, qui sont peut-être à cette étape-là. Voilà. Voilà, donc écoute, si donc je te remercie déjà d'avoir accepté de partager ton expérience. Mais de rien. Euh, et donc je recommande à tous ceux qui sont peut-être en recherche,
comme toi, tu l'étais il y a quelques années, ben, justement, contacter Christelle. Donc, son site web, ça s'appelle pistachiocassis.com. Donc, pistachio comme pistache en anglais et cassis ben, comme le fruit de cassis. On va mettre les commentaires, enfin, plus de détails en commentaire de cette vidéo et de Voilà. ce podcast. Et merci beaucoup et félicitations. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup Isabelle et à bientôt, oui. Au revoir.